Ah, je vous souhaite le bonjour, mon noble ami. Approchez, approchez. Venez plus près. Oh, 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 oh. Bienvenue, vous écoutez Lips, Lore Ipsum, un podcast qui parle de l'Orcana et de celles et ceux qui font vivre le jeu. Alors vous avez sans doute reconnu les premières lignes de dialogue d'Aladin, sorties en 1993, prononcées par le marchand ambulant aux portes d'Agraba. Et si j'ai choisi de commencer cet épisode de la sorte, c'est parce qu'aujourd'hui, nous partons à l'aventure dans un lieu où l'on joue à l'Orcana. C'est à la fois une boutique, un lieu d'échange, un endroit où se restaurer, mais c'est surtout la première étape de grandes aventures pour beaucoup de joueurs et de joueuses. Nous sommes à la boutique Barrageux, le petit joueur à Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes, et nous avons la chance de papoter avec Eric Vexena, le patron de la boutique. Alors pêle-mêle aujourd'hui, nous évoquerons son expérience en tant que créateur d'un barrageux, en pleine pandémie mondiale, excusez du peu. Nous parlerons des scalpers et de comment les reconnaître, ainsi que de cette première année de l'Orcana et de son avenir. Nous évoquerons aussi les bienfaits des jeux de cartes sur nos cerveaux et sur nos existences. Nous vous souhaitons une bonne écoute, à très bientôt. Alors, bon, moi je m'appelle Eric, j'ai 44 ans. Et alors, comment j'en suis venu à monter ça? C'est une longue histoire, on va dire. Tout est parti de. Bah, déjà, j'aimais bien les jeux. On a commencé à voyager avec ma fille partout en France parce qu'elle a eu des cartes Pokémon au début. Le Père Noël est passé par là, il lui en a amené. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces cartes? Ben, on va jouer. Allez, on apprend les règles. Donc on s'est déplacé de boutique en boutique. J'avais déjà l'idée de partir, de changer de travail. J'étais à la poste, j'adorais mon travail. Un peu moins les collaborateurs, mais bon, ça c'est comme ça un peu partout. Des fois, c'est un peu emmerdant. Donc j'avais envie de changer. Et puis de fil en aiguille, passant de magasin en magasin. Ouais, ce magasin est top. Ouais, c'est cool ce qu'ils font. Voilà, j'aimais bien ce côté barrageux où les gens peuvent venir et en fait, ils viennent pour passer un bon moment. Et c'est un peu comme le métier que je faisais, les colis, en fait, c'est différent du courrier à la poste. On amène du plaisir aux gens, ils reçoivent leurs colis, et donc là, ils viennent, ils reçoivent ils viennent jouer sur place, ils peuvent manger. Voilà, c'était ce côté-là qui me plaisait, le contact avec les gens. Alors tu faisais pas de carte postale avant, mais maintenant tu Non, fais de la carte, la carte de la carte à Pokémon, jouer. c'est ça. On reste dans la carte. Et ouais, ça va être vraiment le plus, le cœur du métier, très clairement, là, actuellement, c'est la carte à jouer. Voilà. Plus Donc, que les jeux de société. ouais, plus que les jeux de société. Pourtant, on est dans une région qui accueille le Festival des Jeux international des Jeux de Cannes. C'est le deuxième plus gros d'Europe. Voilà. Et malheureusement, on n'est pas une région. Je dis malheureusement parce que c'est quelque chose qui est incroyable, le fait de jouer au jeu. Je veux dire, ça permet de mixer les gens, voilà, de rencontrer des personnes, puis ben, de différents horizons. Mais voilà, ici, quand il fait beau, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu sors, quoi. Tu vas à la plage. Puis quand il fait pas beau, tu restes à la maison tranquille. Tu te dis pas, tiens, on va aller là-bas, s'enfermer, entre guillemets. Même s'il y a la clim et il fait meilleur que dehors. Mais voilà. Ouais, c'est une C'est mentalité. Alors moi je suis c'est une originaire de mentalité, ouais. Cannes aussi, et c'est vrai que quand il pleut, on sort pas Ah non, finalement. non, ouais, Là où c'est très clair. je vis depuis plus de 15 ans dans le nord de la France, et à l'inverse, la pluie les arrête pas, et heureusement, parce que sinon les gens sortiraient jamais de chez eux. C'est Donc ça. c'est Ça un fait peu... un peu cliché, mais c'est vrai que ben, quand on demande aux gens, justement aux copains du Nord, ils nous disent clairement, ben, les gens se retrouvent, ils sortent de chez eux pour se retrouver entre eux ailleurs, quoi. Oui. Voilà. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, et c'est ça qui est chouette, quoi. Alors justement, toi en plus, si mes informations sont bonnes, le petit joueur existe depuis 2019, c'est bien ça? Septembre 2019, on va bientôt fêter nos 5 ans. Super, c'est un joli cap. Mais donc, tu as monté ça finalement quelques mois avant la pandémie, dans une Ouais, région où les gens sont pas forcément habitués à se déplacer pour venir jouer. C'est un pari quand même. c'était un pari. Après, j'étais déjà en parallèle en auto-entrepreneur. Je faisais de la carte Pokémon. Et j'avais ouvert une association avec un collègue, on avait monté une assoce pour jouer justement aux cartes Magic et à Pokémon. Donc avant d'ouvrir le magasin, ça s'est fait que la Poste m'a aidé financièrement à monter mon projet. Voilà.
C'était un avantage. J'avais 3 ans de mise à disposition. Et si pendant ces 3 années ça ne fonctionnait pas, j'avais toujours ma place au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était un gros avantage. Voilà, j'ai été très bien entouré, très bien accompagné. Plutôt que de payer un fonds gestif, ils préfèrent justement aider à la création d'entreprise. Ils te prêtent de l'argent que tu rembourses si tu reviens en fonction du nombre de temps passé à monter ta société et à la gérer. Et voilà, donc j'avais cette facilité-là. Et les étoiles se sont alignées. J'ai un local très atypique parce qu'on est à l'étage. Les gens ne nous voient pas, c'est que du bouche à oreille. Donc c'est l'avantage et les inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'on ne nous voit pas beaucoup. Et ça marche surtout sur le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Mais l'avantage, c'est que des passionnés qui viennent là. Des fois, je peux être occupé. Les gens s'autogèrent, exactement, c'est ça. Et puis tout se passe très bien et c'est ça qui est top, quoi. Alors c'est marrant parce qu'effectivement la première fois où on vient chez toi, on arrive, on le dit pour nos auditeurs, il faut rentrer à côté de la maison de la literie. On fait pas de pub pour eux, mais quand même il faut constater qu'ils sont là. De l'autre côté c'est Ubaldi. À côté c'est Ubaldi. On se demande si on est au bon endroit. Il faut monter un escalier, 2 étages. Il n'y a pas beaucoup d'indications et puis on arrive, on a une porte, on voit au bout du couloir effectivement ton comptoir, enfin le comptoir de la boutique. Et on se dit qu'on est bien arrivé parce qu'on constate rapidement qu'il y a des cartes un petit peu partout, des jeux, des mascottes, des trophées, des tapis, des playmates au mur. Et c'est assez incroyable. Mais on a cette espèce d'impression de rentrer dans une boutique un peu comme dans un film où finalement, tu sais, tu as le héros qui arrive comme ça dans une boutique et il se passe un truc. Comme dans Harry Potter, quand il rentre dans la tente sur la coupe de feu, je crois. Oui. Tu sais, c'est très sombre. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Ils arrivent dans leur tente, ils rentrent et waouh, d'un coup, c'est... Puis il y a plein de gens qui viennent et qui disent, avec leurs enfants, qui disent « Oh là là, faut pas que je vienne tout le temps ici, ils vont me ruiner. » Ou c'est « Oh là là, j'ai trouvé le... » Et les enfants et les jeunes, c'est « Ouais, j'ai trouvé le meilleur magasin du monde. » Alors, bon, ça fait plaisir. On essaye justement, mais voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où on sait pas trop où on va mettre les pieds. Et souvent, les gens, quand ils y mettent les pieds, ils y reviennent après... volontiers. Je vais pas pouvoir te dire le contraire, ça c'est sûr. Tu as un rôle du coup dans la communauté qui est particulier parce que beaucoup parlent de boutique, un petit peu par association. Toi, tu te définis plutôt comme un bar à jeux. On a un espace en fait qui permet aux joueurs de se restaurer. Il y a aussi toute l'animation de la communauté, on va en parler après, qui passe par des canaux physiques, c'est-à-dire organiser des tournois, des événements, aussi par l'animation d'un serveur Discord pour la boutique. Mais du coup, c'est pas juste un rôle de vente ou de conseil même sur des jeux de société ou des cartes. Tu as plein de casquettes. Est-ce que tu peux nous les présenter et nous expliquer, toi, comment tu appréhendes cette... Alors, en fait, quand j'ai créé la boutique, moi qui suis un joueur de cartes Pokémon à la base, avec mes enfants, c'était vraiment dans l'idée, je voulais pas un lieu... je voulais pas avoir 3 tables qui se battent et mettre 12 personnes. Je voulais vraiment un truc où il y a de la place. En plus, c'est lumineux parce que j'ai ça donne sur l'extérieur, j'ai plein de grandes fenêtres. Donc, souvent, tu as des boutiques, tu arrives, t'es un peu au fond du magasin, c'est sombre. Là, tu vois le soleil du matin au soir. Donc voilà, j'ai voulu faire un grand espace. Donc, c'est vrai que tu as raison, il y a vraiment grande majorité, la surface du magasin, c'est des tables de jeu où les gens peuvent venir. Écoute, je t'avoue que la première fois, c'était... je connaissais Pokémon, donc ça allait, mais pour les autres jeux... C'était un petit peu le flou, surtout qu'ils ont le don et le chic à chaque fois de rajouter un nouveau logiciel pour les tournois, de rajouter des règles, changer les noms, tu vois. Je vais te dire, la pile de défausse à Pokémon, c'est le cimetière à Magic. C'est, des fois, tu as des noms, tu sais pas trop, partir à l'aventure à l'Orcana. Il y a un jargon qui est propre Il y a un jargon qui est propre à chacun, et à chaque fois, tu as l'impression de retourner à l'école pour apprendre tout ça, parce qu'au final... c'est bien beau d'organiser, mais si tu ne maîtrises pas un minimum le jeu, c'est compliqué. Alors, j'avoue que Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'est le plus compliqué. Voilà, pour ça, heureusement, j'ai une communauté qui est très cool. J'ai de très bons joueurs qui sont là et qui font le relais sur les règles et tout ça. Moi, je gère toute la partie logistique, comme tu disais. C'est création des tournois, remonter des infos avec le jeu organisé. Voilà, quel que soit le jeu, je fais ça. Il y a des jeux où j'arbitre, comme l'Orcana, justement. J'arbitre au niveau local. J'avais postulé pour Lille. Il t'est arrivé, je crois, une aventure aérienne. Mais écoute, j'en suis pas à la première. Ça m'était déjà arrivé sur d'autres jeux. J'étais très déçu parce que je m'étais préparé vraiment pour cet événement-là.
Et c'était pour moi une manière de mettre le pied dans la boîte qui organisait ça et qui organise aussi d'autres TCG. Écoute, je veux dire, on n'a qu'une seule vie, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Je continue à faire mes événements, j'ai une super communauté à Lorcana, tu as pu le constater, je pense. Largement, voilà, ouais. les joueurs sont cool, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a vraiment que de la bienveillance entre eux. Et voilà, donc ouais, il y a multiples casquettes qui... Je pense que j'ai bien pris le pli, voilà, entre la vente, après quand avec ma femme et qu'on travaille à deux, des fois elle prend le relais, moi je viens en salle, voilà, pour gérer tout ce qui est tournoi, tout ça. Et puis on prend aussi les conseils et les avis des joueurs et des utilisateurs pour s'améliorer et fluidifier un peu tout ça. Alors, il y a un accueil qui est très sympathique, très chaleureux, assez rapidement, et ça, c'est vrai que... Mais ça, c'est plus ma femme, moi je fais la gueule, on dit. Ouais, Souvent. ça dépend des jours. En fait, oui, c'est vrai. En fait, les gens qui me connaissent pas, mais je le reconnais, hein, je suis quelqu'un d'assez fermé au début. Pourtant, je suis un gros déconneur. Mais ouais, je suis quelqu'un d'assez fermé au début. Pourtant, je donne facilement crédit aux gens et tu vois, je fais très vite confiance. Mais voilà, le premier aspect, je suis assez froid. Mais il suffit juste de gratter un peu et après. Après, Et c'est puis parti. inversement, Karine est très Ouais. accueillante, Ah ouais, voilà, elle, c'est très souriante. voilà, c'est le soleil de la boutique. Exactement. Et on a donc un mélange qui fait que on se sent bien, tu vois, et il y a une atmosphère en fait qui est agréable, qui repose évidemment sur vous en premier lieu, parce que vous insufflez ça. Et puis on sent qu'il y a les relais. Alors moi je connais un petit peu la communauté Pokémon, mais pas beaucoup de la boutique, et surtout la communauté Lorcana, Mm. qui est extrêmement accueillante, très sympa, bienveillante. Au bout de 2-3 fois où on s'est vu, il y a tout de suite voilà, une attention en fait qui est portée à l'autre, et on sent que les joueurs Mm. peuvent passer du temps ensemble vraiment pour le plaisir juste d'être Il y en a ensemble. beaucoup qui viennent aussi avec leurs enfants, donc c'est ça qui est cool dans ce jeu-là, c'est que tu as vraiment ce vrai mélange intergénérationnel qui se fait plus que dans d'autres jeux. Parce que moi, j'ai d'anciens joueurs Magic, d'anciens qui viennent et ils sont en fait avec leurs enfants. C'est le jeu où il y a le plus grand, euh, ouais, peut-être même plus qu'à Pokémon, où tu as vraiment le plus grand delta entre le jeune joueur et le joueur ancien, quoi. Voilà, ça couvre vraiment un large panel d'âge et de génération, et je trouve ça vraiment sympa. Qu'est-ce qui explique ça selon toi? C'est plutôt le fait que ça soit Disney et que par Ouais, conséquent, on en a ouais. tous vu. Ben, je Et puis pense les que c'est règles. Disney, et il y a ce côté accessible des règles, et il y a vraiment... les gens, tu vois, quand tu arrives à un certain âge, tu te dis... bon, alors, il y a ceux qui jouent aux jeux vidéo, mais j'en ai quand même qui jouent aux jeux vidéo et qui se disent, putain, pardon, je dis des grands mots, mais... C'est pas grave, ça sera pas coupé de toute façon. Je dis, ouais, putain, je ferais bien un truc avec mon gamin, tu vois. Comme quand j'ai eu la démarche de me dire, qu'est-ce qu'on fait avec ma fille de toutes ces cartes Pokémon? Viens, on va jouer ensemble. Et là, c'est encore plus accessible. Parce que c'est peut-être le début du jeu, parce que les règles sont assez simples à aborder. Alors, je dis pas que le jeu est simple, hein, mais les règles de base, comme à Pokémon, Lorcana, ça va être très friendly, on va dire. Voilà, tu joues ton encre, tu joues tes personnages, t'as plus grand, tu peux plus jouer tes personnages, les actions sont fluides. Voilà, il y a pas de... Pour aborder le jeu, c'est cool. Et la licence Disney fait que bah, ça parle à mamie, ça parle à la petite fille, ça parle à papa, et ça parle à tout le monde, quoi. Et puis tu le disais, il y a d'anciens joueurs de Magic, le type de jeu, la façon de jouer, est quand même peut-être dans les TCG que je connais, la plus proche de Magic. Au tout début de Magic, hein, le Magic d'il y a 30 ans, où finalement on jouait peu sur le tour de l'adversaire, il n'y avait pas énormément D'accord. de créatures Mm, très différentes. Aujourd'hui, Magic, il y a un corpus de plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers peut-être de cartes. Ouais, Je et sais puis même pas le... ouais, t'as plein de mots-clés et tout, ça rend le truc Très complexe. très complexe, ouais. Et du coup, on voit beaucoup de joueurs de Magic qui trouvent finalement, à C'est qui une ça rappelle alternative un peu pour, voilà, le Magic ouais, du début c'est presque. ça. Ouais, c'est vrai. J'ai vraiment ce profil-là de papa qui viennent avec leurs enfants, et c'est des anciens joueurs de Magic, quoi. Bah, alors, ma carrière de Magic a été très courte. Ça a duré 2 ans quand j'étais ado, et c'était au début de la sortie du jeu. Mais on est clairement dans cette. Moi, je suis clairement dans cette situation-là où je joue avec les enfants et je jouerai pas à Magic avec eux parce que c'est trop compliqué. Mais par contre, on a commencé par Pokémon et puis maintenant Lorcana, quoi. On revient du coup sur les débuts. On n'a pas tout à fait parlé tout à l'heure du confinement et de Oui, c'est vrai. comment ça s'est passé parce que pour En fait, quelqu'un d'extérieur, on se ouais. demande comment tu peux faire au début. Bah, j'ai eu de Moral la dans les chaussettes quand même. chance. Ouais, alors, bon,
Quand tu regardes les... Alors en fait, tu fais un business plan, tu fais ton truc tout bien et tout, et puis tu commences ta société les premiers jours, et tu dis, waouh, mais c'est pas du tout ça qui se passe, quoi. Le premier mois, deuxième mois, tu dis, je sais pas, il y a des chiffres d'affaires à 50 € la journée, quoi. Au début, c'est vraiment ouais, ça, où tu vois ouais, pas un client la journée? Ah ouais. C'est, et tu te dis, pourtant, tu as fait une étude de marché, j'ai eu plus de 500 réponses sur les réseaux sociaux, et j'ai la personne, c'était le DRH reconversion à la poste, qui me suivait, qui me dit, putain, mais c'est énorme en taux de réponse. Il me dit, par contre, fais attention, tu vas voir, c'est le taux de conversion entre ceux qui répondent et ceux qui viennent en boutique, il est vraiment énorme, très faible, et c'est énorme la différence qu'il y a, quoi. Après, on a un bassin de vie, c'est 175 000 personnes, je pense, Cannes et ses alentours proches. Donc c'est pas aussi énorme non plus. On n'a pas un réseau, de transport en commun qui couvre bien la chose, même si moi j'ai la chance d'avoir le bus qui arrive juste en bas. Enfin bref, donc du coup, tu vois, tout ça mis bout à bout, ok, bon, on se lance, comme tu dis, on prend le pari, voilà, on se lance, 1 mois, 2 mois, et puis tu vois les chiffres qui montent, et l'avantage d'avoir eu l'association Pokémon juste avant, c'est qu'on a créé un réseau avec déjà les enfants, et puis ces enfants-là et les parents en parlent à leur entourage. Et puis un jour, j'ai quelqu'un qui est venu, ouais, tu fais du Yugi? Non, mais on peut en faire. Ok, ben on est 4-5 à être intéressés, pam. T'achètes une boîte, tu te renseignes pour faire des tournois, ok, pam, pam. Ça jusqu'en mars. Et en mars, alors c'est très rigolo parce qu'on avait un double cup ici à Mandelieu, c'est des tournois Pokémon. Et donc, cup le samedi, j'avais des Lyonnais qui étaient descendus, bref. J'étais assez connu, je suis assez connu dans le milieu Pokémon. Et les joueurs sont venus. Et ce qui se passe, c'est que le soir, Macron annonce, le samedi soir, bam, confinement, mais genre instantané, quoi. Les mecs, ils étaient là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Punaise, on est venu pour 2 jours, on a réservé l'hôtel. Je leur ai dit, ouais, les gars, désolé, on est obligé de fermer, quoi. On aurait pu faire ça à la clandestin, hein. Franchement, il n'y a personne qui passait le premier jour. Voilà. T'avais l'impression, je te jure, c'était comme dans un film. T'allais avoir les hélicoptères qui tournaient, les sirènes et tout. Ouais, on a eu cette impression-là, voilà. effectivement. Ouais. Mais alors, on a eu la chance d'avoir fait de septembre à mars 6 mois au moins de chiffre d'affaires, ce qui nous a permis d'avoir les aides. Voilà. Et ça, je vais pas faire le démago ou quoi, mais voilà, merci la France et merci son service. Son parachute social, exactement, le fait qu'on laisse pas les gens mourir. Voilà. Son système social et d'aide qui fait que tu as des pays, tu vois aux États-Unis, ils ont tout perdu. Il y en a qui ont perdu, mais franchement, si tu faisais attention, si tu faisais vraiment ton travail correctement, nous on a eu les aides qu'il fallait. Ce qu'on a fait, donc on a fermé. J'ai fait de la vente à domicile, voilà, pour essayer de gagner encore un peu d'argent, parce que bon, j'avais un stock de jeux qu'il fallait que j'écoule. J'ai pu en commander parce que les livraisons donc, fonctionnaient toujours. Je faisais, pendant une semaine, sur les réseaux sociaux, voilà, ce que j'ai. Les gens pouvaient aller voir sur le site, où ils me demandaient, voilà, est-ce que tu as tel jeu? Je disais oui, je l'ai, et toutes les semaines, je faisais une tournée avec ma voiture. Moi, ça me rappelait mon ancien travail. Et je tournais dans tout le département du 06 pour aller livrer les jeux. Je suis allé jusqu'à Cagnes-sur-Mer, je crois. Ou ouais. Ouais. Après, c'était cool, hein, franchement, l'ambiance était cool. Les gens étaient contents de te voir. Ouais, salut. Ah, merci pour le jeu. Et c'est vraiment, tu vois, il y a vraiment cette communauté, comme tu disais, parce que bon, on a un Discord et tout ça. Là, on l'avait pas encore, mais la page Facebook, les réseaux sociaux qui ont fait que, ils ont partagé la page, ils ont parlé de moi. Des gens cherchaient, ils les renvoyaient vers moi, donc c'était cool. Et puis paradoxalement, c'est vrai qu'on peut le dire aussi pour ceux qui nous écoutent, le jeu de société et les TCG, pendant le confinement, ont recommencé à être... Ah, ça a explosé. Et, honnêtement, le jeu de société, il a explosé. En termes de nombre de ventes et de nouveaux joueurs, et le TCG a explosé en termes de... C'était devenu un petit peu la valeur refuge pour les gens qui voulaient un peu placer leur argent, en fait. Il faut le dire, il y a eu des débilités, hein, très clairement, avec des influenceurs qui ont raconté des conneries pour faire acheter. Donc c'est bien quand même d'avoir son propre avis, parler avec ça. Quand tu as une communauté qui est cool, voilà, parler ensemble. Mais c'était vraiment, je te jure, il y avait des trucs, c'était incroyable. Tu vendais des trucs mais qui se vendaient pas avant Covid, et d'un coup,
des displays Pokémon qui étaient bradés à 50 € hors taxe. Normalement, ça se vend entre 180 et 200. Là, c'était le display, c'était tombé à 90 € TTC à la vente. Il est remonté à 200 €. Ouais, c'était Invasion Karma, c'était une série toute pourrie. Enfin, désolé pour Pokémon, hein, mais Non, mais on est là pour voilà. l'Orcana. Moi, j'ai pas connu ça. Voilà. Et c'était vraiment incroyable. Donc, bon, voilà, tant mieux. Il y a eu beaucoup le scalper pur et dur qu'on connaît même un peu sur l'Orcana. Même beaucoup, hein. Même beaucoup. Tu vois, est né de... Vraiment, j'en avais vraiment pas beaucoup entendu parler avant. Et au moment du Covid, c'était vraiment les gens séchaient les stocks pour dire, tiens, je revends plus cher. C'était leur moyen de se faire un peu d'argent, quoi. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Oui, et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté psychologique en se disant on s'est jeté sur le PQ au début du confinement. C'est ça. Il y aura plus de cartes. On reste dans le papier. C'est S'il n'y a plus de PQ, on prend des cartes, des communes et peu communes. J'ai des copains aux États-Unis qui m'ont dit le marché de la carte à l'unité a explosé là-bas. En fait, les États-Unis ont aussi aidé leurs compatriotes. Je crois qu'ils avaient $1000, $1500. Ils avaient donné à tout le monde. Alors, je ne sais plus s'il y avait des conditions ou quoi. Et les gens avaient vachement investi dans la carte à l'unité. Il y a eu cet effet, le jeu explose. C'était incroyable le nombre de jeux. Moi, j'ai des éditeurs. Tu prends Asmodée, pour ne pas les citer, Yellow, BlackRock, tous les plus gros. Ils étaient vraiment... ça a explosé, leur chiffre d'affaires a explosé. Et je pense que ça a créé une bulle un petit peu spéculative là-dessus. Pas spéculative, mais tu vois, c'était tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, de la surproduction. Et là, tu vois, tu as une boîte comme Abba qui a mis la clé sous la porte parce que... Ah oui? Ouais, Abba, ça fait déjà un petit moment, là, ils étaient en redressement, en liquidation. Et il n'y a plus que leur antenne allemande maintenant. Pourtant, ils font de super jeux plutôt pour jeunes publics. Ah ouais. Pour moi, c'est les meilleurs en jeu enfant. Ce sont pas eux qui font un jeu de voiture avec les petites voitures avec des dés de couleurs. C'était Monza, ouais. Oui, exactement. On a joué des milliers de parties avec les jeux Abba sont top. Mais tu vois, eux, ils ont vraiment... toutes les maisons d'édition, toutes les grosses boîtes ont bénéficié un petit peu de cet effet Covid. Les gens restent chez eux. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer aux jeux de société. Tiens, on va jouer au TCG. Voilà. Et ça a fait que les ventes ont explosé, les boîtes ont produit à mort. Et puis à un moment donné, quand c'est retombé, le soufflet est retombé. Ça a fait un peu mal à pas mal de monde. Alors, on voit d'ailleurs les dérives. Toi, tu as vu beaucoup de gens qui franchissaient le pas de la boutique. Vraiment, tu savais très bien que c'était pas pour jouer. Oui. Tu les reconnais? À quoi on reconnaît un scalper? C'est quelqu'un déjà que tu n'as jamais vu, j'imagine, en boutique? C'est un mec qui te prend pour un con un peu, déjà. Parce qu'il vient, il fait genre, je cherche ça, mais je sais pas comment... C'est le mec qui cherche un produit bien spécifique, mais il n'y connaît rien. Tu vois, ça, c'est le grand classique, ça. J'y connais rien, mais il paraît que ça, c'est bien. Oui, non, mais enfin bon, si tu as déjà entendu parler du produit, voilà. C'est que tu sais que c'est pas mal. Tu vois, l'Orcana, quand c'est sorti, chapitre 1, déjà, il y a eu moins de stock parce que Ravensburger ne s'attendait pas à un tel engouement, je pense. Et après, c'est difficile de leur jeter la pierre. Ils ont très vite réagi malgré tout, ça c'est top. À remettre 4 mois après, à avoir du reprint et tout. Ce que d'autres TCG n'arrivent pas à faire, malheureusement. Voilà, mais eux, ils sont très à l'écoute de leur communauté. Et du coup, tu vois, malgré le fait qu'il y ait peu de produits, ils ont réussi. Et donc, le fait qu'il y ait peu de produits, les gens se disent, punaise, c'est rare. Ah, c'est peut-être pas mal, on va se faire un billet dessus, parce que s'il n'y a plus de stock, après, on peut... Donc voilà, ouais, comme tu dis, c'est le mec qui va débarquer, que tu vois jamais jouer. Donc moi, je privilégie toujours mes joueurs. C'est eux qui ont la priorité sur les produits. Et après, s'il m'en reste, j'en donne aux autres. Alors après, après, tu arrives à reconnaître, c'est des gars qui... Tu les vois, ils ouvrent du booster. T'as les mecs où ils gardent du scellé, mais c'est pas le mec qui va venir, il va pas t'en demander 10, tu vois. Et qui vient te demander 10 displays et qui est pas joueur. Tu dis, bon, voilà. Je veux bien que tu sois collectionneur, mais voilà, tu sors de nulle part. Et voilà. Il y a ça, il y a le profil. J'ai même un mec qui est venu, je ne donnerai pas le nom de son magasin, c'est pas bien. Il est venu, il m'achetait des produits pour les revendre 3 fois le prix dans son magasin. Mais non. Ah oui, et puis il les vendait. Je te jure, c'est incroyable. Je me demande comment les gens... Bon, après, tu me diras, il y en a qui appuient sur des liens pour... dans des mails un peu obscurs, mais comment les gens étaient
On rappelle, il ne faut pas le faire. Hein. Non, il ne faut pas le faire. Ne cliquez pas Juste, sur les voilà, liens un peu obscurs dans les mails. Exactement. Lisez d'abord le mail. Des fois, les adresses sont un peu bizarres. Soyez voilà. prudents, quoi. Et là, tu vois, tu te dis, mais pourquoi aller acheter un produit là alors que tu fais 2 km et tu as le même produit à moins cher? Alors écoute, je sais pas. Et moi, ce qui m'énerve, c'est de profiter de la crédulité des gens. Et puis voilà, tu vois, les scalpers, comme on dit. Voilà, après, j'ai envie de te dire, si tu avais l'argent, peut-être t'achèterais toutes les Bugatti Veyron qu'il y a dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et après, c'est toi qui régule le marché. Seulement là, à notre échelle, c'est plus simple pour pas mal de monde de faire ça à petite échelle sur des produits beaucoup plus accessibles. Mais ça reste... Et puis on rappelle que la Bugatti Veyron, ça reste quand même quelque chose de très très particulier. Et même s'il y a beaucoup de cartes qui valent extrêmement cher, je crois qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de prix pour autant, quoi. On a parlé du confinement qui a été quand même un événement un peu particulier auquel toi tu t'es confronté finalement très très vite dans ta vie de patron de barrageux. Il y a un autre événement que tu as un tout petit peu abordé juste avant qui est le début de l'Orcana où moi je l'ai vécu parce que le jeu m'a très vite intéressé et j'ai très vite voulu passer de Pokémon à l'Orcana, notamment parce que ma fille est petite et que les chiffres étant plus petits, il y a moins de texte, je me suis dit que ce serait plus facile pour elle de s'imprégner du jeu et de commencer à jouer. Mais on a vécu un début où il y a des boutiques qui ont fait je vends tout à la première personne qui se pointe et qui est prêt à m'acheter ça à un prix qui est d'ailleurs pas toujours le prix public conseillé. Et puis toi tu as eu une autre approche qui est une approche on a senti que tu avais réfléchi, que tu as cherché à faire quelque chose qui était en accord avec ta philosophie aussi de ton barrageux, avec ta communauté et tout. Tu peux nous expliquer, toi, comment tu as géré cet épisode qui était vraiment un épisode frustrant pour tout le monde, en fait? Alors, en fait, tu as donné la réponse dans ta question. Zut. Je suis un barrageux, sinon je ferai qu'une boutique. Et je vendrai tout à la première personne qui vient. J'ai fait mon chiffre d'affaires, merci, au revoir. Là, si je veux que le barrageux vive, comme moi c'est barrageux, il y a un coin boutique et un coin barrageux. Si je veux que les gens viennent, il faut que je leur donne du produit. C'est-à-dire que si je veux développer un TCG et que je vends tout à 2 personnes, c'est pas 2 personnes qui vont venir faire vivre la boutique et qui vont venir jouer. Si par contre, je divise tout ce que j'ai reçu sur 30 personnes, c'est 30 joueurs qui vont peut-être revenir acheter la prochaine fois et qui vont se dire, tiens, on va venir jouer sur place. Après, voilà, je connaissais pas mal de joueurs. Beaucoup m'avaient dit, tiens, est-ce que tu auras du Lorcana? On va se mettre dessus, ok. Voilà, mais moi, ma philosophie, c'est vraiment ça. Je fais des précos, là, actuellement, donc le jeu va beaucoup mieux. Hein, mais au départ, j'avais des précos. J'avais prévenu que, en fonction des quantités allouées, il se peut que je sois obligé de faire des coupes. Mais tout le monde a eu un peu de produit. Voilà, j'ai fait au maximum pour que tout le monde ait un peu de produit, tout le monde ait de la matière pour venir jouer. Donc là, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. C'est quelque chose que j'assume entièrement. Avec la communauté, on décidait, et moi je leur laissais le droit d'avoir des proxys au début, parce qu'on n'avait pas assez de produits, et parce que si je voulais que le jeu prenne, j'étais obligé de dire, voilà, vous voulez venir jouer, vous avez le droit des proxys. Alors ce qu'on faisait, c'est on avait un nombre de proxys au début, et après, à chaque tournoi, on diminuait jusqu'à ce que les joueurs aient eu le temps d'acheter leurs cartes, même si elles coûtaient cher au début, parce que, comme on a dit, il n'y avait pas de produits. Mais voilà, c'était dégressif, et à un moment donné, celui qui venait au bout du 4e tournoi, il devait avoir toutes ses cartes. Par contre, après coup, s'il venait, il avait encore des proxys, c'était match perdu. On ne voulait pas pénaliser celui qui a investi dans le jeu, et on ne voulait pas pénaliser en disant non, tu viens pas à celui qui n'avait pas trouvé les cartes. Ou, voilà. Donc c'était... tout le monde a joué le jeu, et c'est vraiment pas quelque chose qui m'a coûté parce que les gens derrière achetaient les cartes et Ravensburger vendait ses boosters. Quoi. Bien sûr, et c'était assez intéressant. Alors moi j'ai abordé le jeu différemment pour l'Orcana, premier chapitre. J'ai voulu revivre ce que j'ai vécu à l'époque à Magic, où il n'y avait pas Internet, où on jouait entre copains avec des cartes qu'on s'échangeait et on fabriquait des decks, on faisait du deck building vraiment avec ce qu'on avait. Et je me souviens avoir été vraiment passionné par le TCG à l'époque, par cet aspect-là, c'est-à-dire tu voudrais avoir 4 exemplaires de la Lune Blafarde à Magic, tu les avais pas, tu en avais 2, ou du Royal Assassin, et tu faisais avec, mais tu compensais, tu réfléchissais. Exactement, c'est ce qui s'est passé à l'Orcana.
Et Et ça, ici aussi, ouais. ça a dû se passer aussi. Moi, j'ai fait avec mes enfants, je leur ai dit voilà, vous avez vos boosters, j'ai mes boosters, on s'échange les cartes pour faire des decks. Et puis, premier chapitre, on n'a pas regardé du tout ce qui se passait de manière, tu vois, sur En la même temps, partie l'avantage, c'est compétitive. qu'il n'y avait pas de. Enfin, je sais pas s'il y avait une application ou quoi, mais les joueurs, comme tu dis, ont dû faire avec ce qu'ils avaient sous la main, quoi. Moi, j'ai un papa qui avec ses deux enfants. Alors, il dit, il laisse toutes les meilleures cartes à ses deux enfants et lui, il fait avec ce qui reste. Mais du coup, ça crée des decks un petit peu surprenants. C'est pas pour ça qu'il perd, bah, c'est pas pour ça qu'il gagne. Mais ça permet d'explorer d'autres facettes du jeu et de se dire, bah, tiens, telle carte. Par exemple, j'ai pas ces deux Mickey là. Il m'en fallait 4, bah tiens, je vais mettre. Ah, bah tiens, cette carte, elle a un peu un effet identique, un peu différent. Bah, tu vois, tu vas essayer de tourner autour de cette carte-là, et puis ça donne un peu des. Voilà, ça t'amène à réfléchir, et c'est vraiment bah, l'essence même du TCG, quoi, le deck building. Ouais, et puis le bricolage est souvent C'est aussi ça. source, tu vois, de ah bah tiens, finalement, ça Ouais, ça fonctionne c'est pas pas si mal, mal. c'est clair. Ça, c'est cool. Et on a tous la tentation à un moment donné de se dire waouh, il y a un tel qui a pondu telle liste, qui est un super joueur, etc. Je vais Ouais, aller prendre sa liste, je vais la jouer. Et en général, ça marche pas très très bien. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien customiser mes listes. ouais, Et... oui, oui. Après, voilà, t'as quand même des tendances qui sortent, mais moi, pour l'exemple de Grégory quand il joue à Pokémon, c'est vrai qu'il prend une liste. Il va dire tiens ce deck me plaît, mais il va toujours adapter par rapport au deck qu'il pense qu'il va rencontrer. Prendre une liste comme tu dis et la jouer, ben voilà, rouge-violet, ouais, c'est trop fort, je vais jouer rouge-violet. Ben, au final, si tu sais pas jouer le deck et que tu connais pas les autres decks, ben, tu vas prendre des murs et tu vas être déçu, tu vas dire oh, le deck est nul. Alors que ben, des fois les decks sont pas nuls, c'est juste que savoir piloter un deck, c'est pas facile. Oui, et puis il y a une notion d'ailleurs qu'on aborde assez peu souvent. On valorise beaucoup les joueurs qui sont prêts et capables de tout jouer. Et il y a quand même aussi des automatismes et des affinités plus ou moins par deck. En tout cas, moi, je suis pas un joueur Oui, oui, ouais. extrêmement fort. Je sais qu'il y a des couleurs qui me vont plus ou moins bien, des mécaniques qui me conviennent plus que d'autres. Ouais. Ouais, où tu prends du plaisir à jouer tel deck et pas. Il y a des decks, par exemple, il y en a qui aiment pas jouer les decks contrôle, t'en as qui vont aimer que ça, t'en as qui aiment bien jouer les decks aggro. On en connaît. Voilà, c'est. On donnera pas les noms, mais on les Voilà. connaît. Et tu vois, et puis t'en as qui seront pas à l'aise, comme tu dis, avec ça. Et c'est ce qui fait la richesse d'un TCG, quoi. C'est d'avoir plusieurs solutions, plusieurs portes de sortie et pour toucher un public beaucoup plus grand. Et justement, parce qu'on parle du jeu, toi, tu as encore le temps de jouer ou c'est quand même compliqué parce que J'ai essayé de jouer au début, mais non, j'ai pas le temps. Je suis trop pris par un autre TCG, par Pokémon. c'est- Et à Voilà. Pokémon, tu joues par contre. Ouais, j'ai le temps un peu de jouer, ouais. Enfin, j'ai le temps. J'essaye de prendre le temps, mais c'est très compliqué. Nous, on est fermé les lundis, mardis, donc soit on profite. De temps en temps, j'essaye de jouer. Ce qui manque à l'Orcana, clairement, c'est une petite appli. Voilà. Oui, bah, on est tous, on a un Voilà. certain nombre à le C'est déplorer, dommage mais parce que, tu vois, ça. À Pokémon, tu as TCG Live qui a été très décrié. Et c'est super pour s'entraîner. Sur t'es là, bah, tiens Edgar, t'es là-haut, tiens, tu fais une partie, bam, allez tiens, on se fait une partie en ligne. Ouais, c'est cool, je voudrais tester un deck. Voilà quoi. Et le fait de tester ce deck-là va t'amener en boutique et va te faire acheter les cartes. C'est mécanique quoi. Il n'y a pas de. alors, ceci dit, tu vois, les séances de ligue que tu organises, on est quand même très très nombreux, même sur juste Ouais, du du free free play, ouais. play, hein. On joue, on vient avec son deck, on joue, on fait une partie avec qui a envie de jouer. Est-ce que tu as constaté finalement un avant et un après Pixelborn, puisque Pixelborn a disparu, je crois, mi-juin, enfin le 16 juin, il me semble. Euh, Moi, j'ai l'impression que les joueurs aussi reviennent d'autant plus en boutique parce Ouais. que c'est précieux de pouvoir jouer, Alors moi confronter j'ai des la idées. chance d'avoir une communauté qui était très présente déjà à la base. On était parti sur à la boutique, c'est simple, j'ai un petit groupe qui vient et qui me dit on veut jouer à Trucmuche TCG. Je dis ok, si vous êtes au moins 4, allez go, on lance, on essaye. Hop, on fait de la com et on lance ça. À l'Orcana, ils sont là tous les samedis, un samedi sur deux c'est tournoi, et ils étaient là au départ un mercredi sur deux. Depuis qu'il n'y a plus Pixelborn, je leur dis bah, si vous voulez, venez tous les mercredis, parce que j'alternais avec d'autres jeux. Venez tous les mercredis, je vous réserve des tables, et donc là c'est vrai qu'il y a quelques joueurs. Il y a on va dire, ceux qui playtestent, les gros tryharders, comme on dit, qui sont un peu plus venus en boutique le mercredi pour tester. Sinon, sinon j'ai toujours eu quand même la chance d'avoir un bon noyau d'au moins 7-8 personnes tous les mercredis. Ouais. Même s'il n'y avait pas de ligue officielle. Donc les Voilà. gens viennent quand même jouer, Ouais, même s'il les n'y a gens pas de viennent jouer. ligue. Ouais, ouais, ouais.
Ce qu'on rappelle, la Ligue permet d'obtenir en fin de Ouais, l'Orcana, alors période. à l'Orcana, ils avaient donné des pistes, je crois que c'était 1 ou 2 ligues par mois, un truc comme ça, ou une par semaine, je sais plus trop. En fait, moi, donc tu as des recommandations, mais après tu fais en fonction de ta communauté. Et genre, fallait venir déguisé si tu chantais une chanson, machin. Alors, j'ai dit, bon, On a vu passer ça. ouais, Ouais. ça reste un TCG, c'est cool. On a dans l'idée de faire quelque chose. Alors, je sais pas si on sera entendu, mais je pense sur une prochaine série, genre faire une espèce d'AP déguisée ou on fera des petits trucs sympas, voilà. Tu Ça, c'était vois, incroyable, ça. voilà. Je veux dire, avec Karine, on a déjà pensé nous à des costumes, donc Écoute, voilà. je me déguiserai en Balou parce que Ouais. c'est facile pour moi. Mais tu vois, voilà, il faut pas. J'ai trouvé ça un peu trop kitsch d'imposer. Tu viens, tu chantes une chanson, t'as ta gommette, t'arrives, t'es déguisé, t'as ta gommette. Pour moi, ça reste un TCG. Il faut que ça reste un TCG, mais on peut s'autoriser des trucs, tu vois. On fait du tournoi de 2. Tu peux faire. Puis il y a tout qui est envisageable, quoi. Je sais qu'à Nice, ils font des tournois à thème, tu vois. Ah oui, avec Ouais, des Disney, par exemple. c'est t'es ça, voilà, limité tu à peux un dire, Disney, ben un voilà. dessin animé. Ou, à l'époque, ce qui était très, très sympa, c'était le jeu Keyforge, hein, je fais une parenthèse. Mais ça permettait vraiment de faire plein de formats différents. Tu pouvais faire tu venais à 3 decks, tu éliminais un deck. Bon, après, là, c'était plus facile, tu n'avais pas de deck building, mais il y avait, tu autorisais telle couleur. Je parle en couleur, comme ça les gens comprennent un peu. Ouais. Ouais, les différentes couleurs. Ou tu bannissais telle couleur, tu vois. Celle-là, on n'a pas le droit de la jouer. Ou il y avait un niveau, il y avait un site qui donnait le niveau de force des decks, voilà. Et alors qu'il y en a, il y a plein de trucs à faire comme ça. Mais voilà, ça reste un ton TCG. Ils joueront TCG avant de chanter et se déguiser. Surtout que j'ai pas mal de casseroles à la boutique. On va éviter. On va éviter. On a hâte de voir ça. Pour la partie communauté, justement, on a un espace de jeu qui est vraiment très grand, hyper confortable. Et ça, vraiment, on peut que te remercier. Parce que c'est vrai, bon, les boutiques font ce qu'elles peuvent, hein, mais moi, je joue beaucoup aussi à Paris, parce que je suis entre Paris et ici. Et à Paris, on a des boutiques où vraiment on a à peine de quoi poser le playmat. Il faut manger le playmat de l'adversaire pour pouvoir le poser entièrement, pas de place pour la deck box. Ici, c'est très vaste et donc tu accueilles parfois des communautés en parallèle. Comment ça se passe, la communauté Lorcana, avec des gens, par exemple, de Yu-Gi-Oh!, Pokémon ou Magic? Les gens se croisent? Ouais. Il y a un peu de porosité entre les Ouais, deux? Ou oui, c'est oui, oui, vraiment oui, oui. Oui, les gens. chacun dans son coin? Non, t'as raison. Non, non, il y a des liens qui se créent. On a des jeux. Moi, j'ai ma juge Aurélie, que vous entendrez en podcast, qui est aussi une joueuse Magic, qui joue aussi à Star Wars. Voilà, il y a des liens qui se font entre les différents TCG. C'est ça qui est chouette. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'en général, ça coûte après de suite cher. Mais voilà. Ce qui m'avait fait rire au départ, c'est Lorcana, quand on a fait le premier challenge Stitch, il y avait les dimanches. Donc j'ai fait ça un dimanche. J'étais là d'ailleurs. Voilà. Et en fait, le dimanche, normalement, c'est la journée de Yu-Gi-Oh! La matinée, et Yu-Gi-Oh! Vient faire ses tournois. Là, je leur dis, les gars, il y aura pas de tournoi ce dimanche, on le met vendredi soir. Et là, il y a un bon joueur qui a dit, ouais, qui a marqué sur le groupe, ouais, punaise, on se fait dégager par Mickey. Donc ça m'avait fait rire. Ça m'avait chambre fait un rire. peu gentiment. Ouais, voilà, c'était pas méchant, mais c'était plus sur le ton de la boutade et ça m'a fait rire. Et j'aurais dit, ouais, mais les gars, attends, moi on était plus de 50 le premier tournoi. J'aurais dit, mais vous êtes une vingtaine. Je fais quoi? Ah, donc voilà. Donc après, après, ça se passe très bien entre les communautés. Les gens sont curieux. Tu vois, hier soir, tu étais là, il y avait 2 nouvelles personnes qui ont joué. Aurélie est allée les voir, elle leur a donné des conseils. Non, c'était vraiment. Pardon. C'était vraiment super. Je suis rentré tard. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, échange à l'Orcana. Et en fait, tu as envie de. C'est vraiment, je pense, que tu as raison, ce côté de Disney donne envie d'aider les gens. Alors, ça fait un peu kitsch, mais ouais, tu vois qui joue. Tu vois, le joueur Lorcana, on va dire, a l'air plus à même de s'intégrer, tu vois, parce que le jeu est simple. Je vais te dire, Yu-Gi-Oh!, je reprends cet exemple parce que pour moi, c'est le jeu le plus complexe avec des interactions tout le temps. Tu dis, oh, putain, dans quoi je mets le pied là? Tu te dis, je vais pas m'en sortir. Que l'Orcana, tu dis, putain, ouais, ah, tu fais tac, 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 ah, c'est sympa. Parce que tu vois, il y a ce côté-là où tu vas pas taper l'autre des fois. Oui, oui. Tu vas essayer de partir à l'aventure. Et c'est ce côté-là qui est sympa. T'es pas obligé d'aller tout le temps à l'affrontement. Alors, c'est idiot, mais moi, quand la question s'est posée de jouer à l'Orcana ou pas, c'est un des aspects qui m'a beaucoup plu.
parce que je me suis dit, c'est pas encore un TCG où tu dois en mettre plein la tronche à l'adversaire, lui retirer tous ses points de vie. Mais là, il y a plutôt c'est pas une destruction, c'est une création. Il faut C'est créer ça. du lore pour pouvoir faire de l'imaginaire, de la fiction. Et même, on bannit les personnages, on les tue pas, ils sont pas mis KO non plus comme un Pokémon. Et donc, on a une approche qui est, je trouve, beaucoup plus douce. Partir à l'aventure, c'est en plus plutôt sympa. Et moi, avec mes enfants, en tout cas, c'était un des aspects qui me plaisait bien. J'ai beaucoup joué à Hearthstone. Hearthstone, bah, tu tapes quand même encore un avatar. Alors, c'est pas toi, hein, mais c'est l'avatar. Magic, c'était pareil. Et t'as connu Keyforge ou pas? Non, j'ai pas joué à Ah bah Keyforge. tu devais faire des clés, forger des clés, et tu inclinais tes créatures comme si elles partaient à l'aventure. Ah ouais, ok. Voilà. Donc la créature pouvait attaquer, la créature pouvait faire un effet, ou la créature pouvait s'incliner. Alors c'était, je sais plus comment on le disait, mais c'était pas partir. Tu vois, du coup ça mélange tout comme on disait au début les termes. Mais voilà, du coup tu crées de l'ambre, de la ombre, et c'était des petits cristaux que tu mettais, et quand tu avais 5 ou 6 ambres sur une clé, la clé était automatiquement forgée. Le Ah premier qui ouais. forgeait 3 clés, voilà. Et du coup ça m'avait vachement fait penser à ça, et moi j'adorais Keyforge, parce que vu que j'ai pas le temps trop de jouer, le fait d'acheter un deck et qu'il soit tout prêt, c'était génial. Et là j'ai retrouvé ça à l'Orcana. Et c'est aussi ce qui m'a plu, ce côté-là où t'es pas obligé d'être un bourrin, quoi. Tu dois être plus intelligent pour dire, d'abord je vais faire ça, après je vais les taper, comme ça, ben hop, je peux repartir à l'aventure, tac tac. Il y a vraiment ce côté-là. Comme je te disais, c'est simple quand tu regardes, mais il y a ce côté choix à faire qui est pas si simple et qui donne un peu plus de profondeur au jeu. Oui, easy to play, hard to master. Et on Exactement. a vraiment ça, notamment la mécanique d'ancrage, le fait de devoir sacrifier une ressource pour avoir de quoi invoquer une créature ou jouer un sort, rend tout de suite finalement rend le jeu assez complexe et nécessite de bien réfléchir dans la façon dont on va jouer. Pour certains joueurs de Pokémon, ça leur rappelle un peu les decks Comfy, Guerryland, tu sais, où Ouais, tu passes ton exact. temps à choisir, à piocher deux cartes, à en mettre Ouais, une c'est en ça. zone perdue, donc une Que zone tu un peu reverras plus, plus. Ouais, voilà, ouais, revoir ouais. la carte, et à prendre l'autre carte en main. L'Orcana a cette mécanique, finalement, tu sacrifies des ressources. On a vu d'ailleurs dans le 7-5, hein, la première carte qui permet de faire revenir des encres dans ta main. Alors c'est plutôt comment dire, une contrepartie pour la carte qui est déjà très forte. C'est le nouveau Mufasa, hein, D'accord. qui oblige quand tu la joues à reprendre deux cartes de tes encres en main. Mais ça peut être aussi très intéressant, très puissant, parce que bah, parfois tu sacrifies des ressources que tu n'as pas envie de Pour mettre une sacrifier créature et pour jouer, intéressante. parce qu'il faut jouer. Et il y a cette notion aussi d'équilibre entre les ancrables et non ancrables qui est très intéressant dans la construction de deck. Mm. Enfin, on sent que, tu le disais, c'est un jeu qui est assez simple, qui paraît simple, qui en tout cas donne à un joueur qui ne connaît pas les TCG envie de jouer, parce qu'en 5 minutes, c'est expliqué. Moi, j'ai expliqué à des copains, à des enfants de copains, etc. À partir de 8 ans, on peut, je pense, facilement commencer à comprendre et jouer et trouver ça agréable. Mais c'est facile et c'est accessible. Pokémon est beaucoup plus technique. Il y a aussi la question de mélanger les cartes, parce qu'on passe son temps à Ouais. aller chercher des Ouais, cartes, à ouais, ouais, piocher. Donc, mélanger. pour les enfants, c'est plus compliqué. Mais l'Orcana a cette espèce ouais, de facilité qui fait qu'on a envie on y vient assez facilement, quoi. Alors justement, sur la facilité, l'accès, comment tu vois, toi, enfin on va parler de l'évolution du TCG, comment tu vois le TCG évoluer dans une dizaine d'années? On voit qu'il y a des initiatives, il y a un engouement, il y a des joueurs qui sont là, qui sont prêts à s'investir, à la fois en temps et en argent. C'est quelque chose que tu vois encore grandir ou, selon toi, on va continuer voilà, construire tout doucement. Est-ce qu'il peut y avoir à un moment donné un engouement, vraiment un phénomène, comme il y a eu pour un peu les jeux vidéo, tu sais, où bah, moi je joue aux jeux vidéo dans les années 80-90, on a exactement le même âge, hein. Euh, à l'époque, c'était réservé juste aux gamins, enfin c'était vraiment un truc d'enfant. Aujourd'hui, quasiment tout le monde, toute classe sociale, tous âges joue aux jeux vidéo. Est-ce que tu vois quelque chose comme ça avec un TCG et si oui, est-ce que tu penses pas que l'Orcana pourrait remplir ce rôle un peu de TCG très accessible, avec un univers très ouvert? Voilà, ils ont sorti leur coffret Prélude qui vraiment s'adresse à un public très très débutant. Donc c'est très accessible. Dans 10 ans, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, quand le jeu a été annoncé, quand tu arrives derrière les trois mastodontes du TCG, tu te dis, bon, est-ce qu'il y a de la place? Et moi, je disais toujours aux joueurs, ok, pas de souci, mais je mettais toujours des réserves, tu vois, c'est bon. Ok, est-ce qu'il y aura la communauté qui va suivre? Là, il y a d'autres TCG qui sortent. Ok, est-ce que la communauté va suivre?
Il y en a un autre qui va arriver là, début septembre. Est-ce que la communauté va suivre? Voilà, c'est... à un moment donné, il faut donner envie aux joueurs de rester sur ton TCG. La force d'un Magic, c'est que c'est là depuis très longtemps. Tu vois, c'est que comme tu disais, c'est quand t'en as qui arrivent dans les TCG et après qui passent à Magic pour se dire attends, je vais me donner un défi presque d'essayer de gagner là-dessus. T'as tellement de cartes, tellement de combos différents, bref. Tu vois, Pokémon, la force de Pokémon, je la vois un peu plus. Je vois un peu plus le jeu l'Orcana comme ça. Tu vois, t'es dans les écoles. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas les boosters l'Orcana dans les écoles. Enfin, j'ai pas entendu parler. Mais tu Moi non vois, plus. Pokémon, c'est dans les écoles, quoi. Et ça, quand tu grandis, il y en a qui se disent mais ça se joue toujours Pokémon? Ben ouais, parce qu'en fait, c'est jamais sorti de l'école. C'est-à-dire, toi, quand t'es passé en 6ème, ben, le petit de la grande section qui arrive en CP, ben, il voit ça, ben, il en achète. C'est un cycle sans fin, Comme les billes. comme les billes. Et voilà, l'Orcana dans 10 ans, enfin, le TCG en général dans 10 ans, ouais, je pense que ce sera toujours présent. Sauf s'il n'y a plus d'arbres sur Terre. On Ouais. trouvera une alternative, sûrement. Mais non, Même non. des Lego maintenant Ouais, avec des végétaux. Donc c'est je ça. pense que les cartes, on trouvera un moyen, a priori. On va toujours un moyen, mais ouais, ça va rester. Franchement, là, c'est ta question, elle est trop piège parce que tu vois que. Ouais, tu vois que tu vois, il y a de la production quand même. Il y a moins cet effet scalper qu'il y avait au début. Les prix ont tendance à se tasser, donc le jeu devient encore plus accessible parce que Pokémon reste le jeu le plus accessible financièrement. Et ce qui est bien pour l'Orcana, c'est que c'est à la baisse. Les grosses cartes sont à la baisse. Donc, est-ce que c'est bien pour les boutiques? J'en sais rien, mais c'est qu'on va pouvoir vendre plus peut-être de boosters pour que les gens puissent justement venir jouer et découvrir le jeu. Si le jeu est accessible financièrement, le jeu survivra. Si tu commences à avoir, ben, on te dit, des gens qui veulent se mettre dans le compétitif, on te dit, bah, ton deck, il faut 450 € parce qu'il te faut 4 robins, 4 bêtes, tu dis, allez, c'est bon, je vais jouer aux billes, quoi. Tu vois? C'est, non, mais c'est, voilà. Je pense qu'il y a ce rapport vraiment au coût du jeu qui fait que il survivra ou pas. Alors, oui, il y a ce besoin d'optimisation et ça amène aussi à la question des échelons, si tu veux, de compétition et de compétitivité. Et qui a été à un moment donné, lors du premier challenge Stitch, hein, qui était le premier, enfin, les premiers événements, entre guillemets, officiels, hormis ceux du FIGE, où il y a eu au Festival international du jeu de Cannes, les scellés, les drafts organisés par Ravensburger. C'était les premiers événements officiels. Ils étaient sanctionnés par un top 4 qui remportait un Stitch Rockstar de toute beauté qui se vendait au départ à des prix complètement délirants. La carte d'ailleurs a stagné hein, aujourd'hui. Je sais pas, elle est quoi, dans les 400, 500? Elle était à 300 il y a encore 15 D'accord. jours. Et au début, le C'est premier quand même beaucoup. week-end, elle était à 1000, 1200. Il y en a qui l'ont Mhm. vendu à ce prix-là, je crois. Et donc on a eu tout de suite, nous on a senti un différentiel en tant que joueur entre le niveau de jeu et l'investissement que tu peux avoir quand tu es un joueur régulier mais que t'es pas non plus, tu cherches pas à en faire forcément ton métier. Et le fait d'avoir des boutiques qui pouvaient distribuer des cartes qui valaient quand même un mois de salaire pour la moitié de la population française, si tu veux. Donc Mm. il y avait un problème finalement presque un peu d'échelle. Ravensburger a bien corrigé le tir puisque maintenant ils vont même passer en top 8. C'est ça. Le top 8 va obtenir la carte enchantée de 7, donc ça va faire a priori baisser le prix de la carte. Et par ailleurs, on a les DLC, hein, les Disney Lore Canon Challenge en bafouille, qui eux vont offrir des récompenses qui sont incroyables. Un Mickey doré, un playset complet enfin un exemplaire de toutes les cartes en foil de l'extension en cours, et autres réponses, tapis, etc. etc. Toi, tu as senti aussi finalement au début, il y avait quand même peut-être un besoin de finalement permettre à chacun d'évoluer dans un environnement compétitif qui soit adapté à son niveau ou pas? Ouais, oui. Oui, si tu veux que ton jeu perdure, faut mettre du compétitif, il faut que les gens, faut que tu les pousses à aller jouer et à se dépasser et à se dire, attends, tiens, moi mon deck là, je vais aller le tester contre d'autres personnes. Quand tu joues en local, tu rencontres toujours les mêmes personnes des fois, puis t'as des méta locales. Moi, je vais te le dire sans filtre, pour moi c'était une erreur de Ravensburger d'avoir fait des tournois compétitifs avec des cartes très recherchées, limitées avec au moins ou même maximum 8 joueurs. Voilà. Il y a eu des dérives, énormément de dérives. Hein, on a vu des trucs. Voilà. Enfin, bref.
Ils ont rectifié le tir. C'est, comme on disait au début, c'est top avec Ravensburger. Ils arrivent à se corriger, ils apprennent de leurs erreurs. Pour moi, ça a créé une mauvaise ambiance dans la communauté, avec des joueurs très casus qui étaient là, qui disaient tiens, je vais aller faire mon tournoi Stitch, parce que dans ma boutique, je gagne tout le monde, je bats tout le monde. Et puis boum, ton tournoi Stitch, on se retrouve à 20 personnes au lieu des 8 qu'on est d'habitude. Et puis il y a 3-4 mecs, c'est des brutasses, c'est des gars qui ont l'habitude de jouer à des TCG. Donc ça a créé un petit peu une tension, je pense, au sein de la communauté entre les joueurs casus et les joueurs compétitifs. Les joueurs casus ne comprenaient pas les joueurs compétitifs, et compétitifs se disaient ouais mais bon, c'était casu, viens pas jouer quoi. C'est normal que tu repartes pas avec un Stitch. C'est ça. Moi, ça m'a jamais choqué qu'un joueur, un bon joueur, fasse plusieurs tournois et les gagne. À un moment donné, c'est comme si on disait allez on marchand, écoute vas-y fais juste ton 204 nages et tu laisses les médailles d'or aux autres. À un moment donné, si t'es bon, ouais ok, et puis si t'aimes ça, pourquoi on t'empêcherait, toi Edgar, si t'es super bon, non Edgar tu vas faire qu'un seul tournoi. Alors, sachant que mon meilleur résultat, c'est top 5 sur les, C'est- sur les challenges Voilà, tu celui-là. vois. Mais... C'est voilà, je comprenais tout à fait un petit peu cette frustration, même si en tant que papa d'un joueur compétitif, c'est ok, comme tu disais, ok, j'ai gagné et je le mérite quoi. Je mérite de gagner, toi tu es moins fort que moi, essaye d'être meilleur. Et puis je pense que c'est pas plus mal que les gens essayent de s'améliorer pour essayer de gagner. Bon, là c'est bien qu'il y ait le top 8, je t'avoue, parce que sinon ça faisait quand même... Voilà, il y a eu... Les gens en fait ont payé très cher au début le Stitch parce que je pense qu'ils ne savaient pas combien il y avait de boutiques possibles Oui. en France. On a vu des dingueries quand même, des boutiques qui faisaient ça chez eux, des mecs, des boutiques qui ont fait ça avec que des joueurs fantômes. Voilà. Ah ouais, carrément. Ouais, après, tu sais, il suffit de chercher un peu. Hein. Tu regardes, tu vas sur Mêlée, tu regardes les tournois, tu vois des tournois qui étaient organisés n'importe comment. Enfin voilà. C'est dommage parce que ça. Et puis c'était frustrant pour les joueurs. Et tu vois, là où pour moi c'était pas bien amené, c'est-à-dire qu'ils te disaient ok pour 8, nous ici on était 50. Il y avait 50 joueurs. On n'était pas plus que ça, il me semble qu'on 51, était... je crois. Ah, Non, j'avais eu pas mal d'inscrits, il y en a qui sont des inscrits, mais... Parce qu'on a eu un tournoi à Nice en même temps, sinon on était 80. ouais, parce Mais- qu'il y avait du monde. Hein. Ouais. Et en fait, ça a créé cette frustration entre le tournoi là-bas dans sa boutique, ils ont limité à 8, et puis avec les copains, et ils se sont partagés les trucs, les machins, les cartes. Et nous, on est 50, et tu dois te lever un truc comme ça pour battre. Et puis il y avait des très bons joueurs, quoi. Ah bah, je l'ai vu là sur Donc, l'Ursula voilà. aussi, c'est pareil, tu Mhm. batailles. Hein. Déjà, tu Ouais. passes en top 8, tu peux dire que tu as bien joué, quoi. C'est ça, ouais. Tu l'as pas volé ta place. Mais voilà, donc c'est dommage. Pour moi, si tu fais un tournoi compétitif, faut que tu aies au moins une vingtaine de joueurs, quoi. Tu peux pas dire, surtout avec la valeur du lot qu'il y a. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Quand tu parlais des DLC, voilà, c'est quoi? C'est au moins 2000 joueurs à chaque fois. Ouais, c'est pareil, on a senti un peu, comme tu le disais tout à l'heure, tu sais, au début de l'Orcana, on a senti que Ravensburger avait été prudent dans son approche. Ils n'ont pas cherché à inonder le marché et c'est plutôt bien. Il y a eu de la frustration. Ouais, ça, c'était cool d'avoir privilégié les petites boutiques. Ouais. Ça, c'est très bien, ils l'ont bien fait. Et ils ont fait pareil pour Lille, hein, qui était le premier DLC en Mm. Europe, même le premier tout court d'ailleurs. Hein, c'était le tout Ah premier oui, il y avait DLC. 512 places. 512 places, on n'a pas Après, réussi. ils ont Moi, fait j'ai pas eu ma x3, place. x4. Et après, ils ont fait x4, x4, puisqu'on était ouais. 2000 hein, à Lille, c'était incroyable. Et tu te dis que bon, ils sont prudents dans l'approche, mais on a l'impression qu'il leur en faut pas beaucoup pour se mettre en action et assez rapidement dire on actionne, paf, on fait, on écoute les joueurs, on a entendu qu'il y avait des soucis sur les Stitch, on a entendu la communauté qui râlait sur la toute-puissance du petit écureuil de Bucky, et donc on prend des... Voilà, le pauvre, ils l'ont assassiné, lui. Ah bah là, ils l'ont... Il n'y avait pas besoin d'autant, en fait. Mais Non, mais je crois Voilà. qu'ils ont vraiment dit, voilà, vous la jouerez plus celle-là. Et on Ouais. va même pas la réimprimer. On sait pas d'ailleurs. Hein, si ça on m'a la fait rire parce réimprime ou qu'après, il y pas, avait un spoil d'une carte. Et c'était Bucky dans un nuage. Et tu voyais sa tête un peu dans un nuage. Ah, Et j'ai pas t'avais- vu ça. Et tu avais l'impression que c'était, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, tu vois, genre, je vous surveille. C'était une carte et tu le voyais, je sais plus ce que c'était comme carte, mais c'était trop marrant. Ça m'a fait vraiment penser à ça, mais ouais. Bon, c'est bien, ils réagissent, comme tu dis, ça va dans le bon sens. C'est une très bonne chose. Pour parler encore un peu des cartes, moi, quand j'ai voulu commencer ce podcast et voulu t'interviewer, il y a une question en tout premier qui m'est venue en tête. Comment tu fais pour pas passer ta journée à ouvrir des boosters? Tu as des boosters, t'es entouré de boosters.
Moi, je sais que je peux pas rester avec un booster fermé chez moi, c'est un truc Non, impossible. Comment tu fais? J'ai fait le deuil, hein, je pense, tout simplement. T'en ouvres quand même ou pas? Ouais, là, du coup, je fais de la vente à l'unité Lorcana. Donc, ça permet d'assouvir mon envie d'ouvrir des boosters. Et bon, après, je sais pas si c'est rentable, mais c'est bien. Au moins, dans ma tête, je me sens bien. Non, mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur. Comme je te disais au tout début de la boutique, il y a des fois, il y avait des gains dans la boutique et tout. Tu te fais chier comme un rat mort. Et il me restait un booster. En fait, j'avais des joueurs Magic qui venaient, qui achetaient des boosters collector. Je dis, ouais, putain, les boosters collector, ils sont super beaux. Ça Quoi. fait envie quand même. Puis j'en ouvre un et j'ai chopé une carte à 90 €. Et je dis, waouh, putain, j'ai ouvert le bon, cool. Donc je l'ai revendu, ça m'a payé le booster. Mais voilà, tu vois, c'est vrai que c'est une maladie, quoi. Ouvrir des boosters, c'est l'odeur de la carte, Ah là là. le bruit du sachet qui s'ouvre là, et tu sors tes cartes et tu regardes si t'as. Ah, ouais, j'ai chopé ça. C'est vraiment. Voilà, moi j'ai fait le deuil parce que sinon, ma boutique aurait tenu 2 mois et puis voilà. Tu vois, c'est la principale source de revenus, c'est le TCG dans la boutique. Oui, donc tu peux pas te permettre de dire, bon allez, Non, j'ouvre tout. non, mais voilà. Mes enfants aussi ont fait le deuil quand même, hein, parce que c'était Et dur. alors justement, c'est ce que je voulais te demander, c'est-à-dire comment, parce que moi, mécaniquement, à un moment donné, je dis, bon, j'achète des cartes, j'achète des paquets, on les ouvre en famille parce que c'est vraiment un de nos grands plaisirs, et c'est un moment, tu vois, de partage familial, on s'éclate, mais après, il n'y en a plus. Toi, tu peux pas leur dire, il y en a plus en fait, parce que Ouais, il y en a j'imagine toujours. qu'ils savent qu'il y a une réserve, il y a quelque chose, que comment tu fais, parce que la tentation, elle doit être En super fait, grande quand même pour ouais, eux de vouloir ouvrir. ce sont plus des compétiteurs que des collectionneurs. Ok, Donc du coup, tu leur dis que pourquoi tu vas ouvrir un paquet alors que cette carte, tu vas pas en avoir besoin. Tu vois, alors après, je vais te prendre un exemple. Tu avais les cartes à Pokémon, tu avais la trilogie Kirlia qui était super belle en alternative. Et tu te dis, même si, tu vois, le fait d'ouvrir une belle carte comme ça, il y a un petit côté satisfaction, comme quand tu ouvres une enchantée. Tu vois, tu es là, moi en plus, on est là, tac, tac, tu soulèves les cartes une par une, et puis hop, tu soulèves un peu, tu vois le symbole, tu dis, oh là là, mon Dieu, j'ai une enchantée. Ouais, j'adore la carte de la famille Madrigal, moi j'aime beaucoup. ouais. Et, Le je sais plus le nom. Mirabelle, celle du dernier chapitre. Non, du chapitre 4, je crois. Tu sais, ils sont tous ensemble. Ah oui, on est une famille. On est une C'est famille. oui, tout à Moi, fait, je c'est une trouve les action. couleurs, je trouve la carte magnifique. Et tu vois, c'est vrai que tu as un côté très satisfaisant quand tu trouves ces cartes-là. Et donc, moi, les enfants, je leur ai dit, écoutez, il y aura plus ce côté-là. Par contre, voilà, on aura besoin de cartes, on achètera les cartes. On ouvre un petit peu. Voilà, ils viennent faire quand il y a les AP, ils viennent faire les AP. Voilà. Mais après, ils sont restés sur Pokémon, donc heureusement, ils n'ont pas voulu passer par tous les jeux. À un moment donné, ils ont voulu se mettre à l'Orcana. Ils ont bien compris que c'était pas possible de faire les deux, ne serait-ce que ce serait trop chronophage. Oui. Il y a l'école, les devoirs, machin. Mais voilà, mais après, c'est vrai que je suis quand même assez admiratif parce que je pense que moi, à mon âge, à leur âge, j'aurais craqué, quoi. J'aurais voulu ouvrir des centaines de boosters. Ce qu'on fait là, du coup, pour la revente. On arrive vers la fin de cet échange, de ce podcast. Avant de conclure, moi, ce que j'aurais aimé savoir, comme toi, tu vois tes centrales, tu vois des gens qui viennent de tous horizons, tous niveaux sociaux, âge, fonction, etc. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recommanderais ou qu'est-ce que tu conseillerais à un joueur, une personne qui ne joue pas encore comment tu lui... Est-ce que tu as des recommandations finalement de comportement ou à l'inverse plutôt des comportements à éviter dans un contexte de TCG, dans un contexte de boutique ou pour le dire plus clairement, est-ce que tu as déjà été confronté vraiment à des difficultés interpersonnelles, des gens avec qui le ton monte, etc. Moi, je l'ai jamais constaté en boutique ici. Je l'ai déjà vu en boutique à Paris avec des gens vraiment qui en viennent presque aux mains. Euh, Comment tu gères ce genre je dirais, d'imprévus ou d'événements malheureux? Ouais, je pense que ça, c'est quand tu arrives sur des niveaux un peu plus compétitifs, les gens qui sont là pour gagner, c'est... Déjà, ouais, quand arrives, les gens, tu leur proposes... Moi, ce que je propose toujours, c'est, quel que soit le TCG, quand c'est possible, si tu prends un deck de structure, tu te familiarises avec le jeu. Voilà, si tu sais un peu jouer, il y a des jeux qui proposent, des TCG qui proposent différents niveaux de deck de structure, et tu achètes quelques boosters.
Voilà, ça te permet un petit peu de faire la main. Et après, on leur propose toujours venez essayer le jeu en boutique. Ou alors, tu vois, s'ils n'achètent pas, s'ils sont un peu frileux, c'est venez essayer. On fait initiation, donc on propose des fois des initiations. Ou venez sur tel créneau, et là, vous allez voir, il y a des joueurs, vous allez pouvoir échanger avec eux. Donc, tu vois, ça les rassure. Il y a une famille, il n'y a pas longtemps, qui est venue. Ils m'ont téléphoné, ils ne savaient pas. Est-ce qu'on peut venir jouer, mais est-ce qu'on va pas déranger les autres? Je fais non, non, justement, tu vois, ils sont restés au début un peu entre eux. Je dis, mais mélangez-vous, quoi. Vous leur dites, on fait une partie. En plus, la communauté Lorcana, comme je te disais, elle est cool. Voilà, et tu vois, c'est. Hop, il y en a un qui est venu jouer avec la maman, l'autre avec le papa, et puis. Toi, tu fais un peu l'entremetteur dans ces cas-là en disant j'introduis, Oui, oui, oui. tu oui, laisses pas les gens Non, non, non. livrer à Je eux-mêmes. les dirige de suite vers le Discord, ça aussi. Et je les encourage à participer sur le Discord, à poser des questions. C'est l'avantage de ce genre de lieu où tu te retrouves. T'as un pseudo, tu sais même pas qui est en face. C'est un mec que tu peux pas blairer parce que tu vois pas qui c'est, mais tu connais pas son pseudo. Et puis ça se passe super bien sur Discord. Puis t'arrives en tournoi, tu dis ah, voilà. J'ai rarement eu le cas, mais ça m'est déjà arrivé. Sur un autre réseau social où puis après on se voit en vrai et puis ça se passe super bien et puis ah mais t'étais qui toi? Ah moi je t'ai lu. C'était ouais. un peu frité, ouais. C'était en plus un policier, mais c'était vraiment très rigolo. Bref, pour l'anecdote. Mais ouais non, voilà, t'encourages vraiment les gens à aller vers les autres parce que c'est le TCG, c'est ça quoi. Si t'es là et tu dis vas-y tiens t'achètes tes boosters. Moi quand je vends des boosters, je cherche pas à... C'est rigolo, mais je cherche pas à vendre pour vendre. Il faut qu'il y ait un but derrière. Souvent, quand je fais des salons, tu as des parents qui viennent et qui veulent t'acheter des boosters. Enfin, le petit veut t'acheter un booster, le papa ou la maman passe derrière. Ah non, non, c'est bon. Ah non, vas-y, pas encore des cartes Pokémon. Et tu as envie de leur dire, mais. Putain, mais. Il y a plein de trucs derrière. Où tu vois, ah non, non, ça, l'Orcana, c'est bon, on va pas faire comme Pokémon, tu vois. Tu leur dis, mais. Non, mais déjà, parce que vous faites mal à la base. Alors, tu leur dis pas comme ça, bien entendu. Mais jouer. Mais joue, voilà, c'est un jeu en fait. C'est de la collection, mais ça reste un jeu. Et joue avec ton gamin. Et puis moi, j'ai beaucoup de... comme à l'Orcana, comme sur... L'Orcana Pokémon, c'est les plus représentatifs, où tu as vraiment des familles qui viennent. Et les parents jouent avec leurs enfants. Et voilà, et du coup, ça casse des barrières. Et des préjugés sur les cartes Pokémon, ça me coûte de l'argent. Et au final, ça te coûte de l'argent parce que tu l'utilises mal. Tu vas pouvoir acheter un aspirateur Dyson si tu l'utilises mal et une fois tous les 15 ans, t'as mis je sais pas combien pour rien quoi. Ta maison Et sera peut-être pas propre voilà, pour ce sera autant. pas propre pour autant. Donc si tu utilises, mais voilà, non mais c'est donc on essaye vraiment de diriger les gens vers les communautés pour justement apprendre à jouer et trouver des partenaires et voilà. Après quand on arrive sur de la compétition, on les prévient. Nous on a eu vraiment une ligue développée sur Pokémon où c'est moi parce que c'est des enfants ou parce que c'est des enfants qui sont, comment dire, on fonctionne comme une association. Oui, qui ont Voilà, une activité extrêmement... C'est presque de l'entraînement à la compétition. C'est ça, voilà. Que ça se fait plus naturellement avec les... Parce que la Ligue Lorcana, c'est plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. Donc là, c'est déjà plus les parents qui viennent et qui travaillent, qui font la démarche d'aider les autres. Là, les vacances, ce qui était bien, c'est qu'il y a eu plein d'enfants, tu vois. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, bon, j'ai pas malheureusement pu faire moi le tournoi famille, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Tu vois, en 2v2, parents, Ouais, ça, enfants, c'est cool. c'est des trucs que tu fais aussi, qui sont vraiment très chouettes. Mm. Et puis on le dit aussi, au cas où certains parents ne feraient pas jouer leurs enfants, ou s'il y a des parents qui nous écoutent par hasard, dont les enfants ont souhaité jouer à l'Orcana, il y a énormément de vertus en fait au TCG, pas qu'à l'Orcana, mais il y a la concentration, le fait de devoir se focaliser vraiment toute son attention à un moment donné pour suivre à la fois ce qu'on fait et le jeu de l'adversaire. C'est difficile quand les enfants sont petits. Moi, mon fils a presque 9 ans. Il y a encore des moments où on voit que il décroche parce qu'il pense à autre chose, il papillonne, c'est normal. Et puis il y a aussi une autre vertu, c'est que qu'on trouve beaucoup dans les TCG, je trouve. C'est aussi pour ça qu'on retrouve peut-être des gens qui sont assez attentifs quand même les uns aux autres. En tout cas, à l'Orcana, c'est très particulier. C'est que on vient tous avec nos difficultés, nos problèmes du quotidien, des choses particulièrement douloureuses, des histoires, etc. Et ça suspend en fait le TCG parce que ça capte l'attention, parce que les illustrations sont chouettes. C'est vraiment un moment où on suspend tout. Ouais, t'oublies tout. T'oublies tout. Tu fais pas... que tu sois le black blamber, que tu sois de gauche, de droite, du milieu, d'en haut, d'en bas, on s'en fout. Je veux dire, t'es pas là pour ça. Tu viens pour jouer.
Et voilà, quoi. Et puis, enfin, il y a vraiment, comme tu dis, les gens sont là et ils jouent aux cartes, quoi. Ils sont pas là. Et puis, ça rigole autour de. Tu vois, t'as le mec qui va te faire une action, pas moi, putain, trop fort, ce que tu m'as fait, je m'y attendais pas, tu vois. T'as vraiment ce moment de partage qui casse toutes les barrières et tu t'en fous, quoi. T'es là, tu joues, tu prends du plaisir. Et justement, on va conclure là-dessus, mais c'est cette notion de création de liens et de communauté qui est vraiment difficile, j'imagine, à imaginer tant qu'on n'est pas rentré, tant qu'on n'a pas franchi le seuil d'une boutique, de se dire, ben, on va rencontrer des gens d'une manière Oui. extrêmement agréable. Tu vois, moi, je commence à avoir passé un petit paquet de temps chez toi, à jouer avec des joueurs de l'équipe, on peut les citer, hein, je pense Tinkerbeast. Et je sais même pas ce qu'ils font dans la vie, mais pour autant, on est potes, on s'entend bien et c'est un plaisir de jouer avec eux. Voilà, il y a des liens qui se créent de manière finalement très différente de toute autre forme de socialisation, à part peut-être le sport qui, lui, rapproche les gens comme ça. C'est-à-dire quand tu pratiques un sport, basket, foot, je crois que le volley est un sport un peu central aussi dans ta vie, tu t'attaches finalement juste à la façon dont la personne joue ou à la façon dont elle fait ce sport-là, et pas à la façon dont elle est habillée, la façon dont elle s'exprime. On voit des gens aussi dans le TCG qui sont parfois assez introvertis dans la vie, mais qui du coup trouvent un moyen d'expression euh, à eux qui leur permet en fait dans le TCG, parce que quand on joue, on parle pas forcément, on parle avant ou après, et ça leur convient bien. Enfin, il y a une sorte de polysémie, de, de pluralité qui est vraiment, extra. Ouais, je trouve que c'est encore plus fort que dans le sport même. Tu vois, Ah ouais? moi qui ai fait du volley donc pendant de nombreuses années, ce côté-là où se lâcher prise et il est plus présent, il est encore plus présent dans le TCG parce que tu vois, quand tu vas sur un tournoi, tu parles que de ça. C'est rigolo, hein. Mais quand tu vas faire un match de volley, ben, avant tu discutes, mais tu vas pas discuter de ton match. C'est un truc. Tu vois, ce qui est rigolo, c'est que tu perds un match dans le sport. En général, t'es dégoûté, t'as pas envie de parler. Ouais. Que quand tu perds un match sur une partie de TCG, t'es là, tu dis, ouah, punaise, j'ai fait ça. Mais l'autre, il m'a fait ça, j'aurais dû faire ça. Et l'autre, il va te dire, ah ouais, mais t'as pas joué cette carte-là, mais joue cette carte-là, tu vas voir, c'est super fort contre ça. Et tu vois, t'es toujours en recherche de te perfectionner et d'échange avec l'autre. Et puis tout le monde est là à te dire, non, essaye ci, essaye ça. À se donner, bah, t'en as qui gardent leur liste pour eux, mais c'est très rare et t'as toujours quand même cette bienveillance entre les gens, plus vraiment que dans le sport encore. Ah, Pourtant, j'en ai fait beaucoup. Ouais, il y a vraiment ce côté-là où c'est. Voilà, enfin, moi, je trouve, dans le TCG, tu te retrouves entre adversaires après, encore plus présent que. Des fois, t'as des. Tu vois, bah, c'est surtout en plus avec les gamins. Les gamins, c'est tellement facile entre eux. Mais les gamins parlent entre eux, bah, toi, tu arrives, t'es les parents. Ah, bah, tu rencontres les parents de l'autre gamin, et voilà. t'as des gens comme ça qui sont connus parce que les gamins jouent ensemble au TCG, ils sont devenus potes après. Ça t'est déjà arrivé d'avoir. Ouais. Après, bah, il y a des liens où moi, bah, la plupart des parents à Pokémon qui sont pas de ma ligue, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. C'est parce que tout le monde disait, ah tiens, c'est Grégory, machin bidule. Puis après, ils parlaient entre eux, ben, salut, ben, je suis le papa de Grégory, mais moi je suis le papa de Nils. Ah, salut, ça va, tu vois. Oui, ce sont des Voilà. prénoms qui C'est parlent ça. dans la communauté. Voilà, et après, ben, du coup, on a créé un Discord, on fait ci, on essaye de travailler pour la communauté pour la développer. Voilà. Parce qu'il y a un côté vraiment enfant. Ce qui est dommage parce que ce serait cool d'aller interviewer Ravensburger plutôt le côté jeu organisé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui serait sympa. Pour leur demander ben, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire pour le jeu. Et tu vois, et là où on disait peut-être dans 10 ans, ben, tu vois, développer une partie comme il y a à Pokémon, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais exemple, mais des catégories d'âge. Oui, ça c'est. Voilà. Tu vois, des catégories d'âge, je pense qu'ils auraient encore plus à y gagner Ravensburger là-dessus. Tu fais une Pour leur catégorie 6-12 ans Tu et fais 12-18. Ouais, non, ouais, même pas. Non, mais tu sais, tu fais comme un Poké, tu fais, ouais, c'est 11, je crois, après c'est 12-15. Hop, tu suis la scolarité. Ouais. À l'époque, c'était jusqu'au collège. Voilà, après tu as collège et après lycée et plus. Lycée et plus. Tu vois? Ça, Je pense que même pour les enfants, tu capteras encore plus de monde, plus d'enfants. Parce qu'il y en a toujours qui ont peur de se dire, ah, je vais jouer contre un grand.
Alors, il y a ça, moi je le vois avec mon fils, hein, qui lui a presque 9 ans, et où finalement, déjà, jouer 5-6 rondes, c'est exigeant. Il joue contre des adultes. On a déjà vu d'ailleurs des comportements d'adultes qui n'étaient pas forcément très Adapté, fair-play. c'est ça, Voilà. exactement. Et à l'inverse, le voir jouer avec des gamins de son âge, il s'éclate, il s'amuse. Les règles, bon, elles sont parfois pas tout à fait parfaitement appliquées, mais c'est pas très grave. On a vraiment cette espèce d'enthousiasme qui est vraiment chouette. Et puis quand on est gamin, c'est vrai qu'on est content de pouvoir jouer avec des gamins. Ah, Et mais en ouais, même c'est temps, sûr. moi, c'est un des aspects qui me plaît bien, c'est de me dire, au moins mon fils et après sa sœur interagissent avec des adultes d'une manière, entre guillemets, inhabituelle. Ils sont presque sur un pied d'égalité, mais je leur donne aussi, je leur dis de se comporter d'une certaine manière. On apprend le fair Ouais. play, on apprend à respecter l'adversaire. Mais ça, tu vois, sur le côté free play, il n'y a pas de souci. Mais sur le côté compétitif, j'ai un peu plus de mal. Ça serait mieux s'il y Pour avait des moi, catégories. c'est comme jouer contre un adulte, tu joueras pas pareil que contre un enfant. Enfin, je veux dire, quand tu es un enfant, hein. Je veux dire, il y a vraiment ce côté-là, et je le vois avec Grégory. Et pour moi, alors qu'Anna, je pense qu'ils auraient tout à y gagner, hein. Alors, S'il y a des catégories enfants, je pense que j'ai pas mal d'enfants qui basculent aussi sur Arcana. Ah ouais. Oh. Bon bah Oh oui. écoute, on va Tu espérer vois. que ça soit le cas. Tu as devancé la dernière question qui va être un peu la question traditionnelle de ce podcast parce que on est là pour parler des histoires, des gens qui permettent de jouer aux cartes et j'ai envie à chaque occasion qui me sera donnée de faire à la fin du podcast de demander à l'invité du jour quelle personne lui il aimerait que j'aille interviewer pour un prochain épisode, voire le prochain épisode si j'y arrive. Je comprends un petit peu de ce que tu viens de me dire que essayer Ouais, quelqu'un d'interviewer les gens de Ravensburger sur la partie ouais, compétitive. quelqu'un du jeu organisé, quoi. Quelqu'un du jeu organisé pour savoir un petit peu dans quelle direction ils souhaitent aller. Tu vois, ils ont réagi très vite à mettre des tournois, les challenges, enfin les tournois Stitch, tu vois, les tournois en boutique, les DLC. Sur je trouve que comment dire, le plateau compétitif, c'est très vite mis en place. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Comme tu dis, tu vois, Lille 512, bam, 2048, c'était plein. Là, ils ont enchaîné un circuit européen, voilà, très rapidement. C'est cool pour le jeu. Mais voilà, est-ce que c'est pas aller trop vite? Et voilà, c'est quoi leur objectif sur court et moyen terme avec le compétitif Lorcana? Eh ben écoute, Voilà. on va essayer de faire de notre mieux pour aller récolter des informations. En tout cas, essayer de comprendre la philosophie. J'imagine que Ravensburger est assez ouvert aussi à l'idée de pouvoir partager Ouais, des je pense informations qu'ils et ont ça peut être hyper c'est ça. intéressant. Eric, merci pour tout le temps que tu m'as accordé. Mais de Merci rien. aussi, j'en profite à cette occasion pour toutes les fois où on vient et on est super bien accueillis. On va évidemment On essaye. donner l'adresse de ta boutique et on va inviter les gens qui nous connaissent à venir le plus souvent te Et de voir. gratter un Et peu si je fais la tête au début. voilà, et parlez plutôt à Karine si tu fais la tête, c'est le conseil que je donnerai à tout le monde. Merci encore et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Lips Lore Ipsum. À bientôt.